Bonjour à tous, je vous propose cette 11e rencontre dans le cadre de ce cycle de cours intitulé Analyse numérique pour les équations différentielles, une initiation de cette partie de l'analyse numérique avec en préambule, comme nous l'avons vu, la partie concernant l'interpolation d'une fonction sur un intervalle AB donné, puis ensuite nous avons progressé avec des éléments suffisants dans une première approche concernant les quadratures numériques, c'est-à-dire l'approximation des intégrale de Riemann. Et là, nous allons commencer aujourd'hui, suite à un préambule que nous avons vu hier concernant les équations différentielles, eh bien, qu'en est-il de l'approximation des solutions de telles équations différentielles? Deuxièmement, approximation méthode de l'Air-Cauchy. Donc c'est la première méthode la plus naturelle que nous allons voir et j'ai envie de dire très naturellement on peut construire, vous pourriez être à même de construire maintenant selon les bases que nous avons déjà vues ensemble dans ce cours d'initiation à l'analyse numérique, mais pour ceux qui suivent aussi l'approximation des équations aux dérivées partielles, vous avez largement de quoi naturellement trouver la première méthode qui va permettre de proposer un schéma d'approximation des équations, des solutions d'équations différentielles, donc de la forme, je vous rappelle, y' de x égale f de x et de y de x. Et rappelez-vous, je considère toujours les mêmes notations afin qu'il y ait une parfaite continuité autant que faire se peut sur un intervalle d'amplitude petit a donné, sur un intervalle x0, x0 plus a, avec la donnée initiale, y en x0, ou la donnée de Cauchy, égale y0 donnée comme donnée dans R. Évidemment, c'est un nombre réel. Et je vous rappelle qu'on a supposé que petit f était une application continue et lipschitzienne par rapport au deuxième argument, par rapport à ce qui va être ici la dépendance du second membre de l'équation différentielle au regard de la solution que l'on cherche, y de x. Alors, comme d'habitude, pour installer l'approximation, eh bien, on va considérer l'intervalle d'intégration x0, x0 plus a, et on va procéder à un maillage en posant xn eh bien, égale x0 plus n fois h. Comme d'habitude, dans une première approche, on va mailler avec un pas de discrétisation uniforme, c'est-à-dire si vous voyez que le dernier élément du maillage, c'est le dernier point de l'intervalle x0 plus a, on va l'appeler x grand N. Donc vous avez grand N plus un point, x0, x1, x grand N. Donc il faut que les grand N mailles, puisque vous avez une maille de moins que le nombre de points, je l'ai déjà dit, mais c'est bien de rafraîchir tout ça, vous avez N plus un point, donc vous avez grand N mailles, et donc grand N mailles de longueur petit h doit remplir tout l'intervalle d'intégration de longueur. Et bien la longueur, c'est x0 plus a moins x0, c'est-à-dire petit a. Donc ça vaut petit a. Voilà comment le pas de discrétisation est réglé. Petit h, c'est donc petit a sur grand N. Et donc, dans les notations aussi, on va introduire y tilde indice n des approximations des vraies valeurs de y, la solution du problème, au nœud xn. Il y en a, vous voyez, hein, il y a le premier point, le deuxième, etc., le nème et le grand nème point, l'extrémité de l'intervalle d'intégration. Alors ça, c'est pour n allant de 0 donc à grand N, on vient de le dire. Alors comment construire une telle approximation, une telle suite d'approximations y tilde n? Alors on a déjà vu ça, donc je ne vais pas tout redétailler sans faire de jeu de mots pour la n plus unième fois, mais vous savez très bien qu'on peut écrire la chose suivante, c'est que y'
de xn. Donc la première chose, on écrit, rappelez-vous, pour perdre la notion d'infini, la quintessence de l'infini dans cette écriture, c'est-à-dire le fait qu'on écrit cette équation différentielle en un nombre infini de points, tous les points de l'intervalle x0, x0 plus a, donc vous avez un nombre infini d'équations à écrire, fondamentalement. Pour perdre cette dimension de l'infini, on va l'écrire au nœud qui nous intéresse maintenant, et il y en a un nombre fini. Voilà, c'est-à-dire ça c'est pour n égale 0 à grand N, on l'a déjà dit, et avec une approximation que j'ai déjà explicitée plusieurs fois, très simplement, on peut approcher y' de xn par la différence finie, c'est le cas de le dire, y de xn plus 1 moins y de xn sur h. Ça, c'est avec y C1. Hein. J'écris pas sur l'intervalle. Y est C1, Y est solution de cette équation. On cherche des solutions C1 sur x0, x0 plus a, c'est donc la dérivée continue. Et donc, si on a une dérivée continue, eh bien, on peut écrire la formule de Taylor. Et donc, en fait, la dérivée est approchée puisque je vais négliger le reste comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Et donc vous voyez que, évidemment, si je remplaçais maintenant cette approximation ici, je perds l'égalité. Donc pour récupérer l'égalité, je vous ai déjà fait ça par ailleurs. Donc je ne reprocède pas toute la construction, mais vous avez tous les éléments par ailleurs, je l'ai déjà dit. En tout cas, oralement, je le répète très simplement. Je vais substituer les vraies valeurs de la fonction inconnue par ces approximations que l'on nomme y tilde n, autrement dit, cette quantité-là, y tilde n plus 1 moins y tilde n sur h. Si y' de xn, c'est à peu près cette valeur-là, donc ça serait à peu près le second membre, et bien pour les approximations, ça ne va pas être à peu près, c'est ça tout le but d'introduire ces approximations, c'est f de xn et de y tilde n. Encore une fois, si j'avais remplacé y' de xn par ce taux d'accroissement, ou cette différence finie en quelque sorte, j'aurais ici une approximation, un à peu près égal. Donc pour récupérer l'égalité, je construis la suite d'approximations comme vous le voyez là. Alors là, vu qu'on a y tilde n plus 1 moins y tilde n, c'est-à-dire on a le n plus 1, donc c'est pour n allant de 0 à n moins 1. Parce que sinon je vais aller trop loin, je vais sortir de l'intervalle d'intégration. Vu que le dernier point, c'est y qui m'intéresse, la dernière approximation qui m'intéresse, c'est y tilde indice grand N. Donc j'ai besoin d'ici de faire varier petit n 0 à grand N moins 1. Et donc, j'ai le schéma dit de l'aire Cauchy, extrêmement naturel à construire. Il est défini par y tilde n plus 1 égale y tilde n plus h, f de xn et de y tilde n pour n allant de 0 à n moins 1. Sachant que y tilde 0, eh bien ça va être ni plus ni moins y en x0, et y en x0 est connu, c'est y0. Donc vous avez un schéma, c'est le moins qu'on puisse dire pour ceux qui suivent le cycle de cours d'analyse numérique des équations en dérivées partielles. Vous avez un schéma explicite qui permet d'incrémenter en n, et fort du calcul de ce qui se passe en approximation au point de discrétisation xn, connaissant y tilde n, on est capable de connaître et de calculer tout le second membre ici, de connaître ce qui se passe comme approximation au point d'abscisse xn plus 1. Et le processus fonctionne bien, puisque on connaît y tilde 0, c'est y0 la condition initiale de votre équation différentielle, et donc vous pouvez calculer y tilde 1, y tilde 2, etc. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Question, évidemment, question. Donc j'efface. Question, qu'en est-il de la qualité de cette approximation? Qu'en est-il de la qualité de cette approximation? Ça veut dire quoi? Donc je pose la question maintenant. Question. On va noter soit en, la différence entre l'approximation en n,
en xn, et la vraie valeur inconnue. Et ceci pour n égale 0 à grand N. D'accord? Alors évidemment, on a très simplement E0 égale 0. Puisque, en fait, on a posé, vous voyez encore en bas, y tilde 0 égale y0 égale y de x0 égale y0. Donc, il n'y a pas d'erreur sur la première valeur, sur la condition initiale, on la connaît. Qu'en est-il des autres? Donc, question, le maximum de la valeur absolue de cette erreur, pour tous les n, alors compris, on va dire, même quand n égale 0, ou même si ça vaut 0, jusqu'à grand N, comment se comporte-t-il quand h tend vers 0? Comment se comporte-t-il quand h tend vers 0? Et on aimerait savoir si ça tend vers 0. Deux points d'interrogation. Pire que ça c'est la première question. Donc ça serait le moindre qu'on ait à exiger. C'est-à-dire que si l'erreur ne tend pas vers 0 lorsque vous allez denséifier votre intervalle d'intégration par un nombre infini de points, parce que si h tend vers 0, c'est-à-dire que grand N tend vers l'infini. Donc si vous mettez un nombre infini de points, si votre approximation, la suite d'approximation tend vers les vraies valeurs de la solution inconnue, c'est que le schéma n'a pas, comment dirais-je, grand intérêt. Et puis, question, à quelle vitesse, si on peut compléter, à quelle vitesse par rapport à h? Donc ça, ce sont les deux questions auxquelles nous allons répondre à présent, sous réserve d'avoir un minimum d'hypothèses concernant l'équation différentielle que l'on considère. Et vous allez voir que ces hypothèses, curieusement, coïncident avec celles qu'on avait déjà évoquées pour garantir que c'était un problème bien posé, c'est-à-dire qu'il y avait existence et unicité de la solution de ce problème. Alors c'est pour tout de suite. Alors pour répondre à ces deux questions, on va avoir besoin d'un lemme algébrique qui va être introduit tout à fait naturellement, mais je le fais précéder. Vous allez voir ensuite comment il s'introduirait a posteriori. Donc un premier lemme qui concerne une suite xi n pour n allant de 0 à grand N. Donc on a une suite numérique, une suite de R+. Tel que, eh bien, xi n plus 1 soit inférieur ou égal à 1 plus a xi n plus grand B pour n compris entre 0 et n moins 1. Encore une fois, grand N moins 1, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, puisque ici vous avez n plus 1, petit n plus 1. Alors, si on a ça, alors on va établir que xi n est inférieur ou égal à xi 0 e puissance petit n grand A plus e puissance n grand A moins 1 sur grand A fois B. D'accord. Et ce que je n'ai pas dit ici, où A est strictement positif et B est positif ou nul. A strictement positif et B positif ou nul. Alors la preuve. Alors, cette preuve, on pourrait procéder comme on trouve en général dans les bouquins, hein, dans tous les ouvrages, on trouve dans ce genre de démonstration à réaliser, eh bien écoutez, on va procéder par récurrence, on est bien d'accord. On va voir que quand n égale 0, ça marche, on suppose que c'est vrai en n, et on démontre qu'en n plus 1, ça marche tout seul. L'inconvénient de cette démonstration, qui est la démonstration standard, est qu'elle part du principe que vous connaissez le résultat, ce qui est une excellente chose, puisque effectivement on connaît le résultat. Ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est dans la mesure du possible d'essayer de motiver ce qui va amener ce résultat. Voilà, donc je vais partir du principe
que dans ce cadre-là, on a la possibilité de le faire. Je ne connais pas, on ne connaît pas le résultat. Encore une fois, vous pourriez très bien procéder par récurrence, voir que cela, ça marche pour n égale 0, sachant cela, et puis, comment dirais-je, supposer que ça c'est vrai pour n et montrer que c'est vrai pour n plus 1, et l'affaire est entendue. Ça ne m'intéresse pas parce que ici, c'est bien plus constructif, si je puis dire, de partir de cette inégalité, dont je n'ai pas motivé l'intérêt pour l'instant, ça sera après, a posteriori, mais je voudrais, à partir de cette inégalité, construire cette propriété. Alors, ça ne semble pas complètement trivial de prime abord, on est bien d'accord. Donc, en fait, je vais complètement en faire abstraction, en fait, si vous voulez. Et là, je vais juste me concentrer sur cette inégalité. Donc, quand on a xi n, puisque ça c'est vrai pour tout n, je vais l'écrire entre n et n-1, si vous voulez, ça revient au même, hein. C'est juste pour ne pas avoir de décalage pour ma présentation, mais c'est pareil, évidemment. Alors, xi n-1 plus b. Alors, première chose que vous êtes censé savoir, c'est qu'une telle inégalité, quand on a une égalité, ça veut dire que xi n est une suite arithmético-géométrique. Géométrique, alors on parle en égalité, ben vous voyez, vous avez une espèce de A est indépendant de n, hein. Je ne l'ai pas dit, mais il vaut mieux le dire encore, c'est encore mieux en le disant, A et B ne dépendent pas de n. Donc en fait, vous avez une suite, si vous aviez une égalité, une suite arithmétique, décentrée, translatée d'une certaine quantité. Ça, c'est la partie arithmétique, d'où le type d'inégalité arithmético-géométrique. Bon, une fois qu'on a mis de la couleur et qu'on a donné un peu de littérature et un terme à cela, qu'est-ce qu'on en fait? Ben si, on en fait quand même quelque chose, parce que qui dit prise de conscience du caractère géométrique, surtout géométrique plutôt qu'arithmétique, veut dire qu'en général, quand vous aviez une progression géométrique, hein, ben vous écrivez xi n égale q xi n-1, donc xi n-1 égale q xi n-2, donc xi n égale q puissance 2 xi n-2, rappelez-vous. Alors là, je ne peux pas écrire l'égalité, mais je peux écrire que l'inégalité qui suit, hein, par analogie à une arithmético-géométrique en termes de suite, ou une géométrique même, vous allez voir que le coefficient de petit b, il suit le mouvement, eh bien c'est a plus a xi n-2 plus b. Et puis je vais aller jusqu'à xi 1, ni plus ni moins, 1 plus a, xi 0, plus b. Alors, en général, quand on a une suite arithmético-géométrique ou une suite géométrique, rappelez-vous, on a des égalités, puis on fait le produit à gauche et à droite, où on substitue la deuxième dans la première et la troisième dans la deuxième, puis dans la première, etc. Et bien, c'est ce qu'on va faire ici, mais pas en termes d'égalité, mais en termes d'inégalité, parce que xi n-1, je peux le majorer par cela dans la première. Donc, si j'appelle ça 1 et 2, eh bien, 1 implique que xi n est inférieur ou égal à 1 plus a, qui est positif, et xi n-1, eh bien c'est 1 plus majoré par, je dis bien majoré, alors qu'avec les suites géométriques, ça serait égal, mais c'est pareil. Dans ce qui nous intéresse, c'est majoré par 1 plus a, xi n-2, plus b. Et puis il reste ce b là. Donc en fait, xi n est majoré par quoi? Eh bien par 1 plus a au carré xi n moins 2, et puis ce qui reste, alors il reste, vous voyez 1 plus ab, et il reste b, donc plus b, facteur de 1, plus 1 plus a. Vous allez me dire, vous auriez pu écrire 2 plus a, oui, mais non. Pourquoi oui, mais non? Parce que ce que je viens de faire entre xi n et xi n moins 2, par le biais de xi n-1, je vais le faire encore une fois, si vous voulez, entre la deuxième équation et la troisième, que je n'ai pas écrite, mais que vous pourriez écrire immédiatement. Et donc, je ne fais que de la construction pour l'instant. Hein. Vous voyez, je démontre sans démontrer, mais peu importe. D'ailleurs, on va effacer le résultat, parce qu'on s'en fiche finalement du résultat. Le résultat, il va tomber tout seul par construction. Voilà. Donc, si j'écris xi n-2, bah, xi n-2 c'est la même chose, hein, entre xi n-2, je peux le majorer par 1 plus a xi n-3 plus b, allons-y. Donc on a xi n inférieur ou égal à 1 plus a au carré, majoré par, donc fois xi n-2 qui est majoré par, je viens de le dire, 1 plus a xi n-3 plus b. Et puis, il y a plus le b facteur de 1 plus a,
ou pour ceux qui voulaient se précipiter, 2 plus A. Mais non, vous voyez pourquoi je ne vais pas me précipiter, parce que le B ici, il fait sortir un 1 plus A au carré. Donc ça veut dire que xi n est inférieur à 1 plus A au cube, xi n moins 3, 1 plus A au cube, écrivons-le bien, xi n moins 3, puis plus B. Alors il y a 1, il y a plus 1 plus A, et il y a plus 1 plus A au carré. Donc on voit bien apparaître en structure la progression lorsqu'on décrémente par majoration et pas par égalité l'indice ici de la suite xn. Donc on veut dire, je sais que certains n'aiment pas, mais c'est pas grave, ils peuvent continuer à ne pas aimer. De proche en proche, on a, oui parce que récurer pour récurer, c'est sortir la retirée lourde pour écraser des mouches des fois. Le formalisme de la récurrence est très joli, il marche bien, mais très dignement et scientifiquement, pour ne pas dire mathématiquement, de proche en proche, on obtient que xi n est inférieur ou égal à quoi? Eh bien vous voyez, ici j'ai un carré pour n-2, j'ai un cube pour n-3, donc je vais avoir 1 plus a puissance n à condition d'avoir xi 0, parce que la somme entre la puissance et l'indice fait petit n, donc si je mets petit n ici, je vais mettre xi 0 là, bon d'accord. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plus b, facteur de 1 plus a, plus etc. Plus, alors quand vous voyez, c'est une puissance de moins. Donc 1 plus a, puissance n moins 1. Et oui, c'est pas une démonstration par récurrence, donc c'est ça qui va gêner certains, mais moi c'est ça qui m'intéresse, parce qu'on est en mode construction, on découvre le résultat. Beaucoup plus intéressant. Et donc, vous voyez, là je répète, on a un carré pour un cube, on avait une puissance 1 pour un carré, donc on a évidemment une puissance n-1 pour une puissance n, et donc dernier coup de rimel, xi n est donc inférieur à 1 plus a, puissance n, xi 0, plus b. Facteur, donc alors là vous voyez apparaître une somme d'une suite géométrique de raisons 1 plus a, donc c'est le premier terme, c'est 1, écrivons-le pour ne pas l'oublier, si c'était par 1, attention, fois, eh bien 1 moins la raison, à la puissance le nombre de termes, attention vous arrivez à n-1, vous avez commencé à a plus a puissance 0, donc vous avez n termes, sur 1 moins la raison. Donc plus b, 1 moins la raison puissance n, le nombre de termes, sur 1 moins la raison. Alors on fait un peu de ménage ici. Alors vous voyez que vous avez un signe moins, donc on va inverser le numérateur, puisqu'il reste au dénominateur moins a. Donc on obtient que xi n est inférieur ou égal à 1 plus a puissance n xi 0. Et si je veux mettre un plus, il faut que j'inverse et que j'écrive 1 plus a puissance n, le même que là, donc là ça va donner à réfléchir, moins 1 sur grand A, et le tout fois grand B. Alors par rapport au résultat que l'on cherche à obtenir, on y est presque, et pour des raisons qui vont apparaître dans l'exploitation de ce lemme, on va dire que, or, quel que soit A, positif, parce qu'ici il est positif, évidemment on a 1 plus A, qui est majoré par e puissance a, vous pouvez le voir par la fonction exponentielle, pour ceux qui ne connaissent pas cette majoration, voilà e puissance x, et à l'origine ici, comme cette fonction est convexe, la dérivée 2 fois de puissance x et de puissance x, donc la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe, petit rappel au passage, et donc en x égale 0 quand y vaut 1, la tangente ici c'est y égale, eh bien 1 plus la pente qui vaut e puissance x en x égale 0, la dérivée de puissance x en égale 0, 1, bon donc 1 plus x. Donc on a bien que 1 plus x est strictement inférieur ou égal, on pourrait dire, enfin quand a est strictement positif, c'est strictement, puisqu'on est en dehors de ce point de rencontre en x égale 0. Donc, moralité, on peut encore écrire, alors certes certains vont dire à juste titre qu'on perd de l'information, certes,
mais pour l'instant, on n'en est pas là. 1 plus A est majoré par E puissance A, donc E puissance n grand A xi 0 plus, eh bien, E puissance n grand A moins 1 sur grand A fois grand B. Et ça, c'était le résultat annoncé que vous pourriez maintenant, a posteriori, repackager dans une démonstration que certains attendent, c'est-à-dire par récurrence. Et ça, je vous laisse libre de le faire par vous-même. Voilà. Pourquoi un tel lemme algébrique? Eh bien, c'est pour ce qui nous concerne maintenant, l'établissement du théorème de l'estimation de l'erreur, du schéma, de la méthode, de l'aire Cauchy que nous avons construite précédemment. Alors, théorème. Donc, théorème. On va l'appeler majoration de l'erreur. Majoration de l'erreur d'approximation. Alors, sous les hypothèses, et uniquement sous les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz, c'est-à-dire celui qui garantit l'existence et l'unicité de la solution du problème sur l'intervalle d'intégration x0, x0 plus a, avec une fonction C1 sur cet intervalle d'intégration. Je vous rappelle, c'est ce que nous avions vu et démontré la dernière fois. Sous les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz, si on pose, eh bien, En égale, donc, y tilde n moins y de xn. Si on pose y, alors, on a la majoration de l'erreur avec un autre vocable que j'ai déjà utilisé avec vous. On a une estimation de l'erreur. On n'a pas l'erreur En égale, illusoire, mais on a valeur absolue de En. Écrivons-le encore une fois, c'est-à-dire valeur absolue de y tilde n moins y de xn. Alors, on va montrer que c'est inférieur ou égal à E puissance grand L xn moins x0 moins 1 sur grand L fois W de H et de Y', où grand L est la constante de Lipschitz, constante de Lipschitz introduite dans le théorème de Cauchy-Lipschitz, c'est-à-dire que la fonction petit f, qui est le second membre de l'équation différentielle, est lipschitzienne par rapport à son deuxième argument, ça c'est clair, et oméga de h et de y' est défini, 3 barres, par le sup pour x étoile appartenant à l'intervalle d'intégration x0, x0 plus a, tel que x moins x étoile soit inférieur à ce h, et c'est le sup de la valeur absolue de y' de x moins y' de x étoile. Curieuse, comment dirais-je, définition, elle va apparaître très naturellement. Pour information, W de H et de Y' s'appelle le module de continuité de Y'. Alors, quelques remarques et quelques propriétés concernant ce module de continuité. Première chose, petit a, y, solution du problème différentiel, théorème de Cauchy-Lipschitz, c'est une fonction C1 sur x0, x0 plus a. Donc y', elle est continue sur x0, x0 plus a, qui est un fermé borné de R. Donc, y' est uniformément
continue sur x0, x0 plus a. Et ça, c'est, je vous renvoie à du L1, théorème de Hein. J'ai hésité à vous proposer une démonstration, encore une fois, très constructive. On ne peut pas tout faire, désolé, on ne peut pas tout faire. Donc, je le ferai certainement dans d'autres cours. Très important, ce théorème de Hein, qui vous dit que si une fonction est continue sur un intervalle fermé borné, elle est nécessairement uniformément continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, écrivons-le. Donc, j'efface la majoration, j'efface tout. De nouveau, on va construire. Donc, puisqu'on va construire, on n'a rien besoin d'avoir sous les yeux quasiment. On verra qu'à l'arrivée, ça correspond à ce que je viens d'annoncer. Ça veut dire, hein, l'uniforme continuité veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe un delta positif, tel que quel que soit x étoile, appartenant à x0 plus 1. Donc au carré, tel que valeur absolue de x moins x étoile, inférieur à ce delta, alors, ça implique, on écrit souvent dans les livres, eh bien, pour la fonction y', que y' de x moins y' de x étoile inférieur ou égal à epsilon. Ça, c'est la définition de l'uniforme continuité. Vous voyez que si x étoile était fixé à x0, on écrirait la continuité de, ou x0 pas obligatoirement le x0 de chez nous, ou x1, un point de l'intervalle. Si x étoile est fixé, ça revient à dire ça, cette écriture, c'est rien d'autre que l'écriture de la continuité de y' en ce x étoile. Mais attention, là, c'est plus fort. C'est quel que soit x et x étoile, dont la différence est inférieure à delta, il existe un delta tel que tous les x et x étoiles, tels que x moins x étoile sont inférieurs à delta, alors la différence des images de la dérivée est rendue arbitrairement petite. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça implique très naturellement, si cette propriété d'uniforme continuité est vraie, eh bien le maximum de y' de x et de y' de x étoile reste inférieur à epsilon pour tous les x étoiles restant inférieurs à delta en différence, telle que la valeur absolue de x moins x étoile soit inférieure à delta. Autrement dit, on a que quel que soit epsilon positif, il existe un delta positif tel que, eh bien, ce qu'on a appelé oméga, alors attention ici c'est avec delta, de y' reste inférieur à epsilon. Il suffit de passer au sup dans cette inégalité pour tous les x étoiles concernés. Mais les x étoiles concernés, ils sont dans x0 plus a, et leur différence en valeur absolue est inférieure à delta. C'est bien la définition de ce oméga, attention, pas avec h, mais avec delta. Ben maintenant, c'est terminé. Parce que, qu'est-ce qui est terminé? Ça implique que si h est inférieur à delta, évidemment, vous voyez que oméga de h et de y' est inférieur ou égal, si vous voulez, est inférieur à oméga de delta et de y', qui, lui, est rendu arbitrairement petit. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Je suis en train d'écrire que si, ici, cette différence est minorée, je la diminue, puisque je dis que son maximum, c'est plus delta, mais c'est un h plus petit que delta, évidemment, le sup correspondant est inférieur au sup correspondant à delta. Le sup avec h est inférieur au sup par rapport à delta, puisque je prends plus de valeur avec delta. C'est ni plus ni moins que ça. Mais ça me permet d'écrire la chose suivante, que quel que soit epsilon positif, il existe un h, appelons-le à h étoile, qui vaut ni plus ni moins ce delta, tel que quand h est plus petit que h étoile, alors j'ai w de h et de y' qui est inférieur à epsilon. Puisque j'ai ça pour tout epsilon, et que pour tout epsilon, si je prends un h plus petit que delta, alors j'ai cette suite d'inégalités, eh bien, pour tout epsilon, si ce delta, je l'appelle
H étoile, un H qui existe d'après l'uniforme continuité, ni plus ni moins, eh bien pour H plus petit que ce H étoile, W de H et de Y' est inférieur à epsilon. C'est devant vous. Et donc ça c'est ni plus ni moins l'écriture, cette dernière ligne, n'est ni plus ni moins l'écriture que limite quand H tend vers 0 de W de H et de Y' égale 0. Très important. Très très important. Pourquoi c'est très important? Rappel. Alors vous l'avez sous les yeux, moi je ne l'ai plus, je vais le réécrire. On doit démontrer dans ce théorème, qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que valeur absolue de En est inférieure à E puissance L, Xn moins X0 moins 1 sur grand L, W de H et de Y'. C'est ça qu'on va démontrer maintenant. Mais on peut tout de suite voir la force, l'intérêt de ce résultat. Ça, on vient de le voir, ça tend vers 0 quand H tend vers 0. C'est ce qui est là. Alors, ici, il faut faire attention. Est-ce que ça ne dépend pas de H? Bah écoutez, Xn, c'est ni plus ni moins X0 plus NH, par définition de la discrétisation. Donc, ça veut dire évidemment que Xn moins X0, c'est NH, et donc que Xn moins X0 est inférieur ou égal à grand NH, puisque c'est vrai pour tout N. Et ça, c'est petit a. Rappelez-vous, depuis le départ. Donc, E puissance L, tel qu'il va sortir maintenant de la démonstration, qui dépendrait peut-être de H sur L, est majoré par, on est en train de le voir, par E puissance LA moins 1 sur L. Et ça, c'est indépendant de H. Donc c'est indépendant de H, et c'est multiplié par quelque chose qui tend vers 0. On va donc bien pouvoir montrer que la méthode, le schéma de l'aire Cauchy, est bien un schéma qui converge quand H tend vers 0, mais on ne sait pas à quelle vitesse pour l'instant. On en est à au moins montrer que l'erreur, puisque ça va être vrai quel que soit n, donc vous voyez, on va avoir que le maximum des valeurs absolues de n, ce qui était la première question que j'ai posée, eh bien ce maximum tend vers 0, mais on ne sait pas encore à quelle vitesse. Ce sera la dernière chose que nous verrons par la suite. Alors, démonstration donc de cette inégalité, démonstration de cette estimation de l'erreur, cette majoration de l'erreur. Alors, preuve. On a En que l'on veut estimer qui vaut Y tilde N moins Y en Xn. Et Y appartient à C1 de X0 plus A. Il y en a une et une seule sous l'hypothèse du caractère lipschitzien du second membre. C'est le théorème de Cauchy-Lipschitz que nous avons vu la dernière fois. Donc, je peux très bien écrire que Y de Xn plus 1, c'est Y de Xn plus H Y' de Xn plus H epsilon n, c'est epsilon n de H, hein, si vous voulez, plus H epsilon n de H, puisque j'écris ça en n. Donc là, ici, j'ai un reste qui dépend de n avec, évidemment, limite quand H tend vers 0 de epsilon n de H égale 0. Développement en formule de Taylor à l'ordre 1 pour une fonction qui est C1, développement limité à l'ordre 1. D'accord, mais donc, je peux aussi écrire que Y de Xn plus 1, c'est Y de Xn, et maintenant je vais utiliser l'information du système différentiel, de l'équation différentielle. On a le même genre de formalisme et de résultats pour les systèmes différentiels, vous aviez compris. Plus H, F de Xn et de Y de Xn. Puis plus H, epsilon n, de H si vous voulez. D'accord. Mais en même temps, ça c'est la solution du problème qui vérifie cela, puisque vous voyez, j'ai bien... ça c'était pour toute fonction C1, et comme la solution du problème différentiel est C1, j'ai écrit cette égalité de développement limité à l'ordre 1, et j'utilise que la dérivée, elle est connue, c'est le second membre de l'équation différentielle. Pour autant, j'ai Y tilde
n plus 1, qui vaut y tilde n, mon schéma d'approximation, f de xn, y tilde n. Évidemment, quand on passe de l'écriture exacte à l'approximation, eh bien on a simplifié, belote, rebelote, je vous ai déjà montré tout ça en très grand détail, dans ce cycle d'ailleurs aussi, premier ou deuxième cours. On n'est pas étonné de la structure. Et évidemment, on n'est pas non plus étonné que je forme ces deux équations pour évaluer la différence, et que cette différence, elle va me relier manifestement en plus 1 avec en. Ben, allons-y. Donc par différence. Donc on va avoir en plus 1. Donc c'est la deuxième moins la première, ça fait en, plus h f de xn y tilde n, moins la première f de xn y de xn, moins h epsilon n de h. Et donc, vous voyez maintenant, je vais prendre la valeur absolue à gauche et la valeur absolue à droite. La valeur absolue est constituée à droite de somme de termes, somme différence produit. C'est inférieur ou égal par l'inégalité triangulaire à la valeur absolue, à la somme des valeurs absolues à droite. Donc j'ai valeur absolue de en plus 1 qui va être inférieur ou égal à valeur absolue de en, plus h qui est positif, et la valeur absolue de cette différence. Vous voyez que la différence, elle fait apparaître des variations du second argument de petit f, qui dit variation en valeur absolue, dit majoration par la propriété de Lipschitz. Donc c'est HL, valeur absolue de y tilde n, moins y de xn, donc c'est en. Et puis plus h, valeur absolue de epsilon n. Ah, on obtient donc valeur absolue de n plus 1 est inférieure ou égale à 1 plus HL. Tiens, ça commence à sentir le roussi par rapport au lemme algébrique, ça. Vous me direz ce que vous voudrez, mais j'y peux rien. Et puis là, je vais dire plus H. Alors, ça c'est vrai pour n égale 0 à n égale n moins 1. Et donc, ici, je vais dire plus h maximum des valeurs absolues de epsilon n. J'ai laissé tomber l'écriture dépendance en h, parce qu'on la sait, puis voilà. Pour les n compris entre 0 et grand n moins 1. Donc la suite xi n du lemme algébrique, xi n plus 1 est inférieur à 1 plus a, xi n, soit valeur absolue de n. Question, il faut maintenant traiter, question, pour avoir le grand B, on a une inégalité arithmético-géométrique, on est devant là maintenant. Vous voyez, donc on aurait commencé par cela et puis on aurait le lemme algébrique qui viendrait après. Très bien. Question, majorée, valeur absolue de epsilon n, et donc le maximum. Alors, epsilon n, c'est quoi, hein? Epsilon n, c'est epsilon n de h, si vous voulez, mais enfin bon, ça y est, vous avez compris. Alors, vous voyez que ça va être y de xn plus 1 moins y de xn sur h, y de xn moins y de xn plus 1 moins y de xn sur h, moins h, moins y' de xn, pardon. Puisqu'on a divisé par h. Epsilon n, pas de faute, y de xn plus 1 moins y de xn sur h moins y' de xn. Alors ça s'écrit 1 sur h, y de xn moins y de xn plus 1 moins y de xn pour le rapprocher à une valeur de dérivée. Je vais tout simplement écrire que c'est l'intégrale de xn à xn plus 1 de y' de xi d'xi. Et ça, je vais dire que c'est ni plus ni moins, donc 1 sur h, somme de xn à xn plus 1, d'une constante d'xi. Regardez, hein, c'est très simple, xn plus 1 moins xn, ça c'est la primitive, c'est l'intégrale d'une constante,
le dernier terme, donc il ne dépend pas de xi. Donc vous avez l'intégrale, c'est la longueur de l'intervalle xn plus 1 moins xn, c'est-à-dire h, divisé par h, ça fait exactement 1, il reste y' de xn, ce qu'on avait à la ligne d'avant. Donc, puisque j'ai ça ici, je peux effacer ce qui se passe à gauche. Donc on peut écrire que epsilon n, c'est, vous voyez, 1 sur h, somme de xn à xn plus 1, de y' de xi moins y' de xn d'xi. Et donc, puisqu'on cherche à majorer valeur absolue de epsilon n, valeur absolue de epsilon n est inférieure. Alors, c'est inférieur à 1 sur h fois la longueur, ça fait h, et il reste le maximum, ou le sup, si vous voulez, qui est un max, pour xi compris entre xn et xn plus 1, de valeur absolue de y' de xi, moins cette constante, y' de xn. Donc ça c'est inférieur ou égal à W, le module de continuité pour h, puisqu'on est sur des longueurs xn plus 1 d'ailleurs, vous auriez pu me le dire qu'il y avait une erreur de frappe, pour la fonction y'. Pourquoi hein? Je vous rappelle, car W de h et de y', c'est quoi? C'est le sup de ces quantités y' de x moins y' de x étoile, pour x étoile qui appartient à x0 plus a. Donc là, on est entre xn et xn plus 1 pour tout n, donc on est entre x0 et x0 plus a. Donc si je prends le sup plus sur xn plus 1, mais sur x0 plus a, à plus forte raison, donc là j'ai bien une majoration, à condition que x moins x étoile soit inférieur, on a dit, à h. Et c'est pour cette différence. Mais justement, ici, mes éléments que je prends 2 à 2 sont compris entre xn et xn plus 1, donc leur différence est inférieure ou égale à h. Donc, pour tous les valeurs de x et de x étoile qui sont pris n'importe comment dans x0 plus a, au carré, dès lors que leur différence est inférieure ou égale à h, eh bien cette quantité-là est donc bien un majorant de notre histoire. Donc on obtient ni plus ni moins que, vous voyez, que valeur absolue de epsilon n est inférieure et majorée par le module de continuité. On obtient donc, on sort le train d'atterrissage quasiment et on a fini, que valeur absolue de en plus 1 est inférieure ou égale à 1 plus hl, valeur absolue de en, plus h, w de h et de y'. La majoration était uniforme ici en n, c'était vrai pour tout n, donc le max de valeur absolue d'epsilon n est majoré par w, h et de y', puisque c'est vrai pour tout n et que ici, je répète, c'est indépendant de n. Donc si on pose grand A égale HL et B égale H W de H et de Y'. Donc vous avez le lemme sous les yeux, donc à partir du lemme, on a eh bien, valeur absolue de n inférieure ou égale, alors c'était xi0, donc valeur absolue de E0, E puissance, alors là c'est n LH, E puissance NA, rappelez-vous, plus, eh bien, E puissance NLH moins 1 sur, alors LH, ou HL, c'est pareil, hein, E puissance NA moins 1 sur A, fois B. Voilà le B. Voilà le B. Donc ça, E0, c'est égal à 0. C'est l'erreur entre la vraie solution, la vraie valeur de Y en X0 et Y0, mais il n'y a pas d'approximation, là, donc c'est 0. Donc c'est inférieur ou égal à quoi?
à e puissance n. Alors, n fois h, c'est xn moins x0, hein, pour essayer de retrouver exactement la forme que j'avais annoncée. Donc là, vous avez le L. nh, c'est xn moins x0, moins 1, le voilà. Et ici, vous voyez, vous avez une simplification sur L fois le module de continuité. Et selon ma remarque, voilà, donc là, c'est le résultat qui était annoncé. Et vous voyez que ça, comme je l'ai démontré tout à l'heure, e puissance L xn moins x0, c'est majoré par e puissance LA, la longueur, l'amplitude de l'intervalle d'intégration. Donc tout ça, c'est indépendant de h, ce qui veut dire que limite quand h tend vers 0 de valeur absolue de en égale 0. Alors pas 0 factoriel, non, non, 0, qu'il n'y ait pas d'encombrement. Alors, ça c'était pour la démonstration. Alors remarque, pour avoir une vitesse de convergence, on est obligé de supposer plus sur la solution du problème, comme d'habitude, puisqu'on a besoin de pousser le développement de Taylor à l'ordre qui suit pour avoir une information sur le comportement de cette fonction qui tend vers 0, dont on n'a pour l'instant aucune information. Remarque. Pour estimer cette vitesse de convergence, il faut pousser le développement limité du départ à un cran au moins supérieur. Et donc, il faut supposer si y appartient à C2 de x0 plus 1. Il y a toute une réflexion à avoir avec ce si, parce que si dans la réalité y n'est pas C2, qu'est-ce qu'on dit? Ben, je vous le garantis, on ne dit rien. Et donc, si on ne dit rien, on va quand même dire ce qu'il faudrait presque un peu dire. J'ai envie de dire les choses comme ça. Ça fait beaucoup de dire tout ça. Alors, on va voir. Si y égale C2, eh bien, on peut écrire que y de xn plus 1, c'est y de xn, plus h y' de xn, plus h2 sur 2, factoriel 2 sur 2, y seconde d'un xi n, et le xi n, il est compris entre xn et xn plus 1. Ça, c'est formule de Taylor à l'ordre 2, il n'y a pas de souci puisque y est C2. Alors, si je forme maintenant epsilon n qui était égal à, je vous rappelle, epsilon n qui était égal ni plus ni moins 1 sur h, y de xn plus 1, moins, alors y de xn plus 1, moins y de xn, et puis c'était moins y' de xn. C'est bien ça? Ouais, c'était bien ça, c'était epsilon n de h, hein. D'accord. Eh bien, 1 sur h, y de xn plus 1 moins y de xn, moins y' de xn, ça vaut ni plus ni moins h sur 2, y seconde de xn, de xi n, pardon. Et donc, si je reprends l'inégalité qu'on avait, or, on avait, hein, il faut remonter bien avant avoir introduit le module de continuité qui fait perdre cette dépendance explicite en fonction de h, vous aviez compris. Alors, on avait quoi? Eh bien, on avait valeur absolue de en, qui était inférieure ou égale, hein, par le lemme algébrique. Alors, je vais l'écrire autrement. On avait valeur absolue de en plus 1 qui était inférieure ou égale à 1 plus LH, valeur absolue de n plus h, valeur absolue d'epsilon n. Vous êtes avec moi? Bien sûr, vous êtes avec moi. Donc, en fait, valeur absolue de n plus 1, inférieure ou égale à 1 plus LH, valeur absolue de en plus h, maximum pour n compris entre 0 et, alors, epsilon n fait intervenir du n plus 1, donc c'est entre 0 et n moins 1, de valeur absolue d'epsilon n. Et donc, ça va être toujours le grand A. Et maintenant, c'est tout ça qui va être le grand B dans le lemme algébrique.
Donc dans le lemme algébrique, qu'est-ce qu'on obtient maintenant? Eh bien, on obtient, donc si vous reprenez le lemme algébrique, donc valeur absolue de n, ça c'est la partie du deuxième terme dans la majoration du lemme. Le premier terme est nul, du fait de E0 qui est nul, puisque la condition initiale est connue, et donc l'approximation c'est la valeur connue, pas d'approximation, c'est le cas de le dire, et donc il reste cette quantité-là. Et donc vous voyez, donc les H pardon, se simplifient, et on a ici, d'après le calcul préparatoire, valeur absolue de epsilon n qui est inférieure à H sur 2, sup de valeur absolue d'y seconde de x, pour x compris entre x0 plus a. Comme d'habitude, hein, le xn est inconnu sur xn plus 1, c'est l'héritage du théorème de Rolle qui se prolonge qui se propage, j'ai presque envie de dire, dans le théorème des accroissements finis, puis dans la formule de Taylor. Et donc, pour s'en débarrasser de cette ignorance, on majore en valeur absolue par le sup. Faut-il encore être en mesure de déterminer cette valeur? C'est pas non plus complètement gagné. Hein. Mais pour autant, à partir de là, eh bien, on obtient que valeur absolue de n est inférieure, alors à ça, je l'ai majoré en commentaire tout à l'heure, NH est inférieur à grand NH c'est A, donc c'est LA, E puissance LA moins 1 sur L, le sup de valeur absolue de y seconde de x pour x entre x0 et x0 plus A, et tout ça, eh bien il reste ici fois H, le H qui est là, sur 2. Ah ben on va mettre le 2 là, hop, voilà, sur 2. Autrement dit, on a démontré ni plus ni moins que valeur absolue de En, c'est un grand taux de H. On a donc une vitesse de convergence, elle est faible, mais elle a le mérite d'être là. On peut dire la chose suivante, hein, en termes de commentaires, que bah, si on divise H, on remplace H par H sur 2, c'est-à-dire on met 2 fois plus de points, en gros, sur la discrétisation de l'intervalle d'intégration, on peut s'attendre, ce n'est qu'une majoration, on n'a pas dit égal, on peut s'attendre à ce que l'erreur soit divisée par 2. Grosso merdo. Et voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une vitesse de convergence lente. Il y a rien on ne peut rien dire de plus, hein. C'est une vitesse de convergence lente. Et donc tout ce que nous allons faire par la suite, c'est de montrer, de construire d'autres schémas aux différences finies qui vont transcender et sublimer cette convergence en des vitesses infiniment plus grandes, infiniment plus rapides. Ce sont l'objet de nos prochaines séances. Je ne vous en dis pas plus. À très bientôt. Protégez-vous. Au revoir.